Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple. Sous le silence, la CEDEAO ferme les yeux, les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre maxime attribuée au chimiste Antoine Lavoisier dépasse largement le cadre de la chimie et de la physique. Elle s'applique également au parcours de vie et aux efforts déployés, parfois sans reconnaissance immédiate, mais qui finissent par porter leurs fruits sous une autre forme. C'est exactement ce qui reflète cet entretien entre le journaliste de renom Alain Foucault et le capitaine révolutionnaire Ibrahim Traoré. L'éveil des consciences, pour lequel Alain Foucault milite depuis des années, prend aujourd'hui tout son sens. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas manqué de lui reconnaître ce mérite. Je vous invite à suivre cette interview riche en enseignements et remplie de messages puissants. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Bon visionnage. Alors, Monsieur le Président, on dit ok, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès les premiers moments de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Merci. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en termes de regarde les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes.
aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES peut se suffire, être un ensemble intégré qui fonctionne normalement. Parfaitement. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité, avant qu'on ne parle de ces trois États en matière de sécurité? Dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant T, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Nous mettons pied. Mais pourtant, on parle de plus d'attaques qu'autrefois lorsqu'il y avait des armées étrangères sur le territoire. Ah oui, vous êtes sûr? Plus d'attaques, c'est relatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des zones. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre partout où ils sont. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie. La défense de la patrie? Oui. Les gens sont prêts, ils sont engagés. C'est pas dangereux pour eux? Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie. Monsieur le Président, lorsque l'on dit ça, on a envie de se poser la question de savoir, ce terrorisme dure depuis un moment déjà dans nos territoires, avec des armées qui sont venues et des sommes extraordinaires dépensées, de l'arsenal militaire de qualité jusque-là. Comment expliquer que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là? C'est plus que réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain. Et on manœuvrait avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant,
Imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout. Ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Mais vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. Aucune. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner, dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Et est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, des équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus pendant efficaces? L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes. Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça fait que je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les de vous. terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors aujourd'hui, avec la Russie, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? On sait bien qu'il n'existe pas d'amitié entre les États. C'est toujours des intérêts. Chacun vient pour ses intérêts. Alors aujourd'hui, il y a la peur d'un certain nombre de personnes de voir qu'on a changé un maître pour un autre. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un maître par un autre. Que vous donnez-vous aux Russes très concrètement pour qu'ils soient là? Est-ce qu'ils prennent des minerais? Comment vous les payez? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire? C'est quoi le deal? Si c'était ça le deal, de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud. Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur les équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas?
qui, eux, sont spécialisés dans les drones, plutôt. On a payé des drones avec la Turquie avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'un an. Tout le temps que nous sommes là, il y a les Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas? Ils sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien drillés, ils vont partir. Les Chinois, ils sont là. Les équipements qu'on paye de la Chine, ils sont là aussi pour former à la manipulation donc, de ces équipements-là. C'est ça la réalité. Mais donc, sur le terrain, ils sont sur le terrain ou pas, les Russes? Sur le terrain pour combattre? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. C'est des choses développées, en fait, dans la tête des gens. Mais s'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. S'il y a le besoin... Vous ne vous l'interdisez pas? Non. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas sur le terrain. Non, pour l'instant, on se bat seul. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. Ils nous appuient sur ce volet. Alors, j'avais posé la question avant qu'on ne fasse une digression sur votre bilan aujourd'hui sécuritaire. Parce qu'on a vu quelques mouvements de certaines populations qui s'impatientent un peu. Et puis, comme vous l'avez dit, le peuple est très résilient, mais à un moment donné, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne? Ça, on ne parle pas. Et j'ai bien dit même à certains ministres de la communication et autres, je ne veux pas que nous parlons trop de notre reconquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver, on est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois, ils ont eu le temps de cultiver, ils ont fait plusieurs, des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP? L'offensive, c'est avec les VDP, bien sûr. Vous savez, je parlais tout de suite de patriotisme et de logistique. C'est le deuxième volet qui nous faisait défaillance. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo en novembre dernier. Absolument. Dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Djibo et les vecteurs aériens. Dès le lendemain, des bataillons d'intervention rapide ont fait mouvement vers Djibo. Avec le ravitaillement, et on continue et on marchait sur la base de Baraboulé. La base terroriste de Baraboulé, où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques, qui sont à Baraboulé, jusqu'à la frontière à Pétékoli, ils ont marché sur les bases terroristes. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. On prend déjà un mois, plus d'un mois. Chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça que ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nous. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et on a plusieurs bataillons qui sont équipés, qui sont positionnés un peu partout dans le pays. Et c'est ça aussi, la montée en puissance en termes logistiques et tactiques.